Philippe Ménard, pour ceux qui étaient au camp Maxime Réal-Delsarte cet été ou qui ont vu les vidéos de ce camp, eh bien, ils ont pu entendre son exposé sur l'extension du domaine de la lutte. Absolument. Qui est un exposé absolument remarquable qu'il faut vraiment bien voir et revoir. Autrement, Philippe Ménard, eh bien, est dans la mouvance maurassienne, dans les aventures maurassiennes depuis longtemps. Donc, on peut citer 3 étapes. Je ne parlerai pas avant de l'époque de Jalon et de Basile de Coq, où il a été. Voilà. Mais il a participé grandement à la revue Réaction, revue de très grande qualité qui paraissait dans les années 90. Puis, il a participé également à l'autre revue, Les Épées, et qui, dans les années 2000, était un foisonnement d'idées. Vraiment, tout ça, si vous avez l'occasion de trouver de vieux numéros de Réaction ou des Épées, il faut les lire, ça vaut la peine. Et il doit y en avoir qu'à la librairie, de toute façon, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qui le préoccupe beaucoup, c'est sa participation à AF 2000, puisque vous avez régulièrement des articles de lui. Donc, bon, je ne vais pas insister plus. En principe, donc, le sujet prévu était le nouvel idéal de vie militant. Voilà. C'est bien ça. Alors, d'abord, je voudrais remercier de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer. Exprimer une opposition complète avec tout ce que vous avez dit, non, je plaisante. Voilà. Et en tout cas, vous remercier d'avoir, contrairement aux communications précédentes qui avaient l'air de dire qu'il y avait un léger espoir, d'avoir saccagé à peu près tout espoir possible, puisque nous errons seuls et orphelins dans un monde qui est une pure carte blanche. Donc du coup, il y a des choses à faire. Et c'est peut-être justement sur ces modalités d'action que nous allons travailler. Du coup, en nous situant moins dans l'analyse des causes, puisque donc, l'exposé précédent, et je remercie Antoine de Crémier d'avoir à ce point-là expliqué à quel point le libéralisme était le véritable ennemi. Un libéralisme qui, comme le rappelle Michéa dans L'Empire du moindre mal, dès le XVIIe siècle, pose la figure du marchand comme nouveau héros de la modernité. Donc un marchand qui n'aura de cesse de faire advenir à travers toutes les structures politiques de tous les pays le libre exercice de son art aux dépens des arts du religieux et du soldat, pour aboutir aujourd'hui à ce marché mondial qui nous opprime assez parfaitement. Avec, et si je peux me permettre de faire une rapide course à travers les choses précédentes, on sait que nous avons aujourd'hui une espèce de validation quasi angoissante de la nécessité de conspirer et de prendre le pouvoir, puisque nous sommes peut-être, pour la première fois dans l'humanité, aujourd'hui jetés dans un monde qui, effectivement, est une véritable dictature qui s'appuie sur 2 piliers qui sont vraiment nouveaux. Le réel n'existe pas et la vérité est un danger, ce qui est absolument inouï jusqu'à maintenant dans la façon de considérer le politique. Donc il y a effectivement un totalitarisme libéral et c'est une ère nouvelle d'indétermination absolue où, comme dans 1984, la langue est détruite. J'ai ironiquement marqué Faire France. Vous avez tous lu, téléchargé les différents rapports qui sont sortis en 2013 et où le jargon le plus incroyable recouvre les réalités les plus précises, qui est de dire que la société va être détruite, peint avec des couleurs absolument, là aussi, inouïes dans la façon de l'exprimer. Le langage est détruit et, comme dans le meilleur des mondes, la nature est contrainte. Quand je dis que la nature est contrainte, c'est-à-dire voilà, le corps n'existe pas puisqu'il fait partie du réel et donc la nature humaine a le droit de se plier à n'importe quelle des exigences du marché. Est-ce que pour autant, dans une perspective marxiste, on serait au stade ultime de la décomposition du système capitaliste? Pas vraiment, au contraire. Et comme Fukuyama l'avait signifié, on a dépassé en fait le stade ultime de la décomposition du capitalisme. Le capitalisme s'est totalement installé. Nous sommes en train en fait de vivre une ère nouvelle, voilà, où nous sommes sortis de l'histoire, effectivement.
Et là aussi, comme le rappelle Michéa dans l'Empire du moindre mal, Fukuyama se félicitait qu'avec les progrès de la génétique et de la biologie, on soit capable d'accoucher en 2 générations d'une population qui arriverait à être soumise à la dictature du marché, Fukuyama ne le dit pas exactement comme ça, plutôt qu'on soit obligé de convaincre des gens intelligents. Donc c'est admirable de voir que le libéralisme a réussi effectivement à exprimer clairement la nécessité d'une modification de la nature biologique de l'être humain. À côté de ça, on a beaucoup parlé de conspiration, et on a vu que la conspiration était une ascèse, un exercice de sanctification permanente. On a vu aussi qu'entre les 3 ans de prise de pouvoir des fascistes en Italie, les 15 ans de travail des communistes en Russie, les visiblement 300 ans de travail lent du libéralisme pour prendre le pouvoir, c'était sans doute pas demain la veille qu'on allait réussir nous-mêmes à renverser la vapeur. Et ce qui est intéressant aussi, car on n'a pas eu le temps de le voir, c'est qu'il y a tout un aspect de guerre psychologique, de printemps arabes et autres, qui montre aussi que dans les modalités de la prise du pouvoir, il y a la nécessité de convaincre la population, bien sûr en attaquant les élites, toujours dans l'espoir qu'elles vont déplacer le curseur et qu'elles vont finir par se rendre compte qu'elles sont en train de faire fausse route en étant les valets du capital et les valets du libéralisme, mais qu'il y a aussi certainement un profit à tirer en travaillant les populations. C'est ce travail autour des populations qui me paraît être le plus intéressant pour le militant aujourd'hui. Bien sûr la formation intellectuelle, bien sûr la nécessité de la prise du pouvoir, bien sûr la réflexion intellectuelle, mais aussi la proximité. C'est cette proximité qui est la plus intéressante. Je reviens brièvement en arrière. Voilà. Vous avez en ligne sur Internet et d'une façon très, très facilement accessible les documents de Otpor, Otpor étant le mouvement serbe qui a abouti à la chute de Milosevic et qui publie un PDF de 90 pages, soit en anglais, soit en français et en d'autres langues. Bon, enfin, je suppose que comme moi, vous ne parlez pas le kurde, sur la façon d'installer une conspiration à ciel ouvert à base de moyens non violents. Voilà, Otpor, 90 pages, Google, et vous y arrivez. Le militant doit être quelqu'un d'averti, c'est-à-dire qu'il doit savoir de quoi on parle en ville. Il ne s'agit pas d'imposer une conversation, il s'agit effectivement d'être attentif, comme Antoine de Crémier l'a souligné, à la façon dont les gens se rendent compte que ça devient insupportable, à la façon dont les gens se posent des questions. Si vous ne travaillez qu'à partir du Monde, de Libération, du Figaro, de BFM TV et TF1, forcément vous êtes en train de reproduire la façon dont le libéralisme lui-même, à travers la sphère médiatique, se reproduit. Donc il est intéressant de décaler un tout petit peu, puisque forcément une publication faite par la Caisse des dépôts n'est pas totalement exempte de faire partie du système. Néanmoins, par exemple, Localtis Info, qui est donc le quotidien d'information en ligne de la Caisse des dépôts à destination des collectivités locales, a exactement la granularité dont a besoin le militant. C'est-à-dire que l'information qu'il donne est une information qui est à l'échelle de sa commune, à l'échelle de sa sphère d'influence, à l'échelle de sa sphère de compétences. Par exemple, la façon dont, dans les municipales, peu de numérique dans les programmes, ce qui est intéressant pour une génération qui est quand même digitalisée à outrance. Par exemple, le fait de pointer du doigt le changement de programme dans la façon dont la décentralisation va être conçue. C'est un article extrêmement récent. Ou un article qui date d'hier, car comme d'habitude je prépare avec soin et à l'avance toutes mes interventions, la suspension de l'écotaxe qui fragilise le budget de la FITF, qui est l'une des autorités chargées de gérer les infrastructures routières. Autant d'éléments qui permettent de connecter une pensée politique et une réalité immédiatement perceptible par votre environnement. Mais aussi, évidemment, s'intéresser à la presse locale. Donc, par pure méchanceté, j'ai choisi La Dépêche alors que j'aurais dû choisir La Provence, mais La Dépêche était intéressante puisque au sud-ouest, il y a à Tarbes le fait qu'un automobiliste ayant provoqué un accident, un fœtus de 30 semaines est mort et que le procureur a inculpé le conducteur fautif d'homicide involontaire. Extrêmement intéressant, alors que le fœtus est censé n'avoir aucun statut légal et être moins protégé qu'un batracien, du moins en France.
le procureur de Tarbes reconnaît à travers la douleur de la mère, autrement dit l'expérience immédiate, concrète et sensible qu'elle peut avoir, elle, de la vie, indépendamment des tartines libérales qu'on a pu lui donner sur le fait que le fœtus n'existait pas ou qu'il n'avait pas d'existence légale, qu'il n'était qu'un amas de cellules. Ce procureur est en train d'établir une minuscule révolution locale dans la façon de réévaluer le sens de la vie. Très intéressant. Très intéressant aussi de voir la façon dont le journaliste dans l'article immédiatement met en cause la décision du procureur en disant que si on remet en cause le statut du fœtus, évidemment on remet en cause les avortements thérapeutiques et donc on remet en cause l'avortement lui-même. Donc autrement dit, les tenants du système sont parfaitement au courant de la façon dont fonctionne le système. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus facile de parler du statut du fœtus à partir de ce que fait le procureur de Tarbes qu'à partir d'un texte d'Alliance Vita, même si les textes d'Alliance Vita sont particulièrement pertinents. N'hésitez pas aussi à zoner sur les Slate, TAC et autres Fast Company, qui est plus intéressant que Slate et TAC, cela dit, puisque ici, par exemple, donc la société Eternity.me vous permet d'avoir un monument funèbre dédié à vous-même qui vivra éternellement dans les systèmes digitaux. Pour ce qui est d'expliquer qu'il y a une espèce de pulsion de mort qui correspond à une pulsion de vie éternelle et que d'une façon générale, le transhumanisme défendu par le directeur technique de Google est à la fois la volonté d'annihiler la vie normale et de la prolonger d'une façon totalement artificielle. Voilà, on peut, là aussi, plutôt que d'avoir un discours totalement philosophique sûr, mais totalement nécessaire et qui doit être le soubassement de votre réflexion, on peut plus facilement accrocher l'esprit et la réflexion sur ce genre de sottise. J'ai découvert en venant ici La Faute à Rousseau, qui est un quotidien royaliste que j'ignorais, mea culpa. Les fondateurs sont dans la salle. Donc La Faute à Rousseau est un quotidien royaliste donc, auquel nous devrions être tous abonnés et auquel le site de la F2000 devrait renvoyer certainement. Et donc ce quotidien royaliste publie 6 notules chaque jour. Bon, cela dit, évitons d'être trop centrés. Le militant est censé se décaler. Voilà, Boulevard Voltaire, le Bréviaire des Patriotes, et il y a comme ça une cinquantaine de sites qui sont tous en train de dire la même chose que celle que je suis en train de vous raconter. Autrement dit, le système nous ment, les médias nous mentent. Donc si sur vos Facebook et à travers vos Twitter, vous passez votre vie à retweeter et à refacebooker la façon dont Nouvelles de France, Français de souche, Égalité, Réconciliation et l'AF, même et y compris l'AF, sont en train de vous expliquer que nous sommes en train de périr, d'une certaine manière, vous êtes juste enfermé dans une boucle confortable où vous avez le sentiment qu'il y a des gens qui vous comprennent. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Prêcher les convaincus, comme je suis en train de le faire, permet de réconforter, surtout après la purge que vous nous avez administrée. Voilà. Mais cela dit, voilà, s'indigner en permanence épuise, il vaut mieux aller se décaler, aller chercher d'autres sources d'informations. Quelles sources d'informations ? Eh bien, des informations précises. Et c'est là où le militant, à l'heure du digital, a un véritable outil qui est à la fois extrêmement destructeur, la façon dont nous sommes esclaves de la technologie est nette, mais qui est extrêmement libérateur parce que l'information est disponible. Par exemple, vous avez le site Louvre pour tous, qui est un site intéressant puisque c'est le site des gens en colère sur la façon dont le culturel est géré en France. À travers le fait que le musée d'Orsay a une nouvelle tarification sur les billets, où vous achetez à la fois le billet du musée et le billet de l'exposition, quand bien même il n'y a pas d'exposition, ce qui fait que le prix du billet passe de 10 à 11 euros, donc une augmentation de 10% qui est significative, ou pour ceux qui vont à Versailles assister à une exposition temporaire, vous êtes obligé d'acheter un billet à 16 euros, parce qu'on vous force à visiter les grands appartements du roi alors que vous n'allez qu'à l'exposition, mais tant pis pour vous, donc vous payez 16 euros l'exposition. Il y a ici une analyse extrêmement précise de l'évolution du prix du billet sur 10 ans. Autrement dit, quand vous avez envie de critiquer la politique culturelle, ou quand vous avez envie de critiquer la marchandisation de la culture, c'est sur ce genre de site, avec ce type d'informations extrêmement précises, que vous serez beaucoup plus convaincant qu'en vous contentant de dénoncer le libéralisme. Une fois de plus, il est absolument nécessaire de le dénoncer, mais si vous n'êtes pas dans la réalité d'une information, une information que vous êtes capable d'élaborer vous-même, ce n'est pas si compliqué d'obtenir ça, vous serez malgré tout moins convaincant. À partir du moment où l'information est vérifiable, indubitable et ne paraît pas politique, c'est à ce moment-là justement qu'elle est la plus politique. Autre exemple, avec la Tribune de l'Art, donc quelqu'un qui visiblement est de droite et qui, chaque fois qu'une église est détruite ou un pignon du XVe siècle est menacé ou un tableau est censé quitter la France, monte sur ses grands chevaux, mais remarquable travail.
vous avez une analyse assez précise de la façon dont le musée d'Orsay a signé 2 conventions, une en 2010 et une en 2014, l'une avec un musée japonais, l'autre avec un musée américain. Et le rédacteur qui a eu accès à ces documents s'étonne de la variation du taux d'hygrométrie entre 2010 et 2014 pour la même toile. Au Japon, si l'hygrométrie et l'éclairage doivent être les mêmes, il semble que les normes en vigueur aient changé depuis 2010, puisque les températures doivent être de 21 degrés plus ou moins 2 degrés. Point d'exclamation, il est indigné à juste titre. On se demande pourquoi des températures maximales qui ne devaient pas dépasser 21 degrés peuvent soudain au Japon aller jusqu'à 23 degrés. Effectivement, le scandale est fort. Donc voilà, la chose est presque comique, mais là aussi, ce genre de détail extrêmement précis est totalement désarçonnant pour l'adversaire qui vous explique que non, tout va bien ou que tu exagères. Si effectivement vous êtes en train de dire mais si bien sûr le grand capital et la finance apatride sont en train de nous affamer, vous avez raison, mais c'est compliqué à vérifier. Si vous expliquez au contraire que visiblement les fonctionnaires qui sont censés préserver le patrimoine public sont en train de faire n'importe quoi juste parce qu'ils ont facturé plus cher d'1 million d'euros l'exposition envoyée au Japon que celle qu'ils avaient facturée aux États-Unis, là, vous prouvez réellement que l'argent mène le musée d'Orsay et non pas la nécessité d'en préserver les œuvres. Ce type de vérification, là, j'ai pris 2 exemples volontairement grotesques dans la façon dont ils étaient outrés dans le détail, mais quand les Inrocks font un travail sur les contre-vérités de Caroline Fauré sur Frédéric Tadéry, ce qui est intéressant dans le côté conscientisation, oui, après tout, tiens, c'est quand même bizarre, chaque fois qu'on ouvre la bouche, on se fait traiter de fasciste, ça commence à devenir un peu bizarre. Les Inrocks sont allés compter sur 650 émissions le nombre de fois où Alain Soral a été invité, 3 fois, Dieudonné 3 fois, Jean Bricmont 3 fois, Michel Collomb 6 fois, Alain de Benoît 3 fois. Autrement dit, l'information est disponible. Il est beaucoup plus intéressant de montrer que Caroline Forest ment en montrant que quand elle dit que Tadei accorde 5 minutes à Hitler et 5 minutes aux Juifs et en fait plutôt 6 minutes à Hitler, avec ce genre de chiffres qui sont accessibles et qui sont évidents, vous pouvez beaucoup plus certainement faire en sorte que Caroline Forest et n'importe quel autre, Bruno Roger Petit et autres délirants, sont visiblement en train de dire n'importe quoi. L'information est exacte. Si le militant est précis, s'il s'appuie sur de véritables données, le militant a beaucoup plus de chances de convaincre Madame Michu, Monsieur Tapon et les autres. Le militant est dialectique. Voici un site qui a été beaucoup fréquenté et ensuite complètement oublié. C'est très dommage. L'Observatoire du mariage pour tous est un ouvrage absolument remarquable. Tous ceux qui dirigent des cercles d'études qui se sont engagés à fournir pour le prochain camp Maxime Réal d'Elsart, qui aura lieu entre le 10 et le 17 août, des travaux vont être obligés quasiment de se calquer sur ce modèle qui va leur demander des heures et des heures de travail. L'Observatoire du mariage pour tous nous dit quelle est la loi. L'intégralité des textes de loi sont en ligne sur le site. L'intégralité des textes de loi à l'époque où le site était maintenu. Chaque fois qu'un nouveau texte était paraissait, il était mis en ligne. L'intégralité de la presse est en ligne. Elle est en ligne, classée par mois, complétée de radio, TV, de verbatim de lecteurs, de documents clés et même, hélas, d'un peu d'humour qui est généralement pas assez drôle, mais où tout ce qui est paru, là aussi, permet d'avoir une objectivation du document dans le cadre de la discussion. Et surtout, et c'est absolument remarquable, l'Observatoire du mariage pour tous a décidé de donner 2 séries d'arguments. Les arguments des pour et les arguments des contre. Pour chaque argument des pour, vous avez l'argument, la présentation de l'argument et la contre-analyse des arguments. Pour chaque argument des contre, vous avez la présentation de l'argument, l'analyse de l'argument et la contre-argumentation de l'argument. Autrement dit, sur ce site-là, vous avez l'intégralité de la discussion, que vous soyez pour ou vous soyez contre, avec une première étape qui est la contre-analyse, et pour aller plus loin, l'ensemble des citations et des documents qui permettent de vérifier si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce qui est dit et avec ceux qui soutiennent ce discours-là. Et même à la fin, il y avait un voting possible où on vous demandait si vous étiez d'accord ou pas avec l'argument, avec la contre-argumentation. Si nous sommes capables, dans le combat que nous faisons sur des sujets précis comme la sortie de l'euro, le fédéralisme européen, la nécessité d'une production locale ou l'existence du sexe des filles, d'avoir les arguments pour et les arguments contre, c'est dommage qu'on n'ait pas proposé ça au cercle d'études, nous aurons effectivement, en tant que militants, réussi à être véritablement dialectiques et avoir apporté
quelque chose qui est totalement opposable à l'ensemble des parties prenantes dans la discussion. Parce qu'il y a un effort de réflexion qui est extrêmement concret. Vous avez, la liste des arguments est longue, entre 10 et 15 arguments à chaque fois. Autrement dit, le sujet a été environné et on ne se situe pas uniquement au niveau du principe ou uniquement au niveau du ressenti, on se situe au niveau d'un raisonnement qui, lui, est étayé. Alors, ça m'avait paru être une bonne idée d'avoir quelques petites pauses drôles, donc vous n'êtes pas obligé de rire. L'intérêt aussi pour un militant, c'est de temps en temps d'être percutant et de réussir à résumer les choses. Il y a un remarquable travail qui est fait en ce moment, vous me pardonnerez de prêcher pour la paroisse de l'Action française, dans les autocollants et les images, les vignettes qu'on fait circuler sur les réseaux sociaux, où on essaye de dire extrêmement rapidement des choses qui sont bien senties. Je ne désespère pas que, grâce aux responsables de communication, nous arrivions un jour à avoir ce genre de vidéo. Donc la vie en 5 secondes, par exemple l'histoire des Beatles. Voilà. Donc, vous avez un livre publié par les éditions Quercus où vous avez 200 histoires racontées de cette façon-là, en 5 vignettes. Y compris d'ailleurs la naissance et la mort du Christ, où on peut trouver que cette page-là n'est pas absolument nécessaire. Pour ceux qui ne sont pas totalement convaincus de la chose, en revanche, ça les fera bien rigoler. Si nous sommes capables, là aussi, d'être percutants et de réussir à enfermer dans une minuscule dialectique quelque chose qui a la force de l'évidence, nous aurons bien progressé. Le militant est sélectif. Je suis fasciné sur le Facebook que j'ai de voir le nombre de trucs absolument inintéressants qui circulent, y compris par des gens qui se scandalisent parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, alors, d'un côté, la France est en train de sombrer, on est en train de nous changer la population. Effectivement, le peuple et la nation n'existent plus. C'était d'ailleurs l'objet du colloque du Carrefour Royal. Très très bon article de Philippe Ménard en dernière page du dernier Action française 2000, qui en rend compte. Malgré tout, voilà, on nous dit c'est absolument scandaleux. Madame Machin s'est fait voler ses affaires. D'ailleurs, depuis qu'il y a 3 immigrés au supermarché de Patompu, voilà, c'est absolument incroyable. Donc, franchement, on s'en cogne. Donc, il faut hiérarchiser les choses. Si vous hiérarchisez en fonction de l'intérêt politique. Le fait que Madame Patampu, les 3 immigrés, peut avoir malgré tout une légère valeur dialectique est quand même moins intéressant dans le fait que dans ce que vous mettez en ligne. Enfin, ayez l'impression que vous donnez des aliments forts et des indignations justes plutôt que des indignations minuscules. Un article sur le Huffington Post sur la nécessité pour l'État français de ne pas se mêler d'industrie digitale, vu la façon dont Montebourg a complètement merdé dans la façon de négocier la vente des startups spécialisées dans le trading de vidéos. Ça commence à devenir plus intéressant. Mais aussi, par exemple, sur France 3 Bretagne, une fois plus, toujours l'intérêt du local, bénévolat, la mort des Bagadous. Donc depuis, ça s'est enflammé, mais c'était quasiment le premier article qui était sorti à partir de ce que Philippe Etty avait raconté sur la mort du bénévolat. Ça, c'est un sujet intéressant. Voilà, on est dans le local, on est dans le culturel, on est dans la marchandisation forcée, on est dans la législation forcée, on est dans le légalisme outrancier. Voilà. Là, on est exactement dans la critique du système. Quand on dit système, c'est un peu ce que Maurras a appelé une nuée, c'est-à-dire effectivement, on a bien tous le sentiment que le système existe. Ce système, on a besoin de l'incarner. On ne peut pas juste dire qu'on est anti-système. Dire qu'on est anti-système, c'est quelque part se donner comme finalité de n'être que contre. Donc du coup, il y a absolument besoin que le militant puisse, lui, faire en sorte d'articuler son antisystémisme à quelque chose de précis. L'antisystémisme n'a de sens que s'il débouche sur des combats, et des combats qui sont, eux, réellement orientés vers un bien commun. Là aussi, dans la façon dont Michéa critique le libéralisme, Michéa rappelle la vraie leçon d'Orwell, qui est de dire, voilà, il y a des biens communs, il y a une common decency, il y a des commons, donc ce sont ces commons qu'on est censé pouvoir défendre. Le fait de pouvoir s'amuser tranquillement en donnant un spectacle de théâtre amateur ou de défiler dans une rue en jouant avec une fanfare fait effectivement partie des choses qui, depuis le néolithique, n'ont jamais été contestées. Aujourd'hui, on les conteste, ça fait partie de nos commons. Autrement dit, c'est ça que nous devons défendre. Le militant est expert. Je vous ai mis ici le blog de Laurent Bouvet, qui est un type très intéressant, un quadragénaire socialiste,
adversaire de Terra Nova, avec qui il a de vraies discussions, spécialiste du peuple et des populismes, et qui, du coup, évidemment il est professeur, il a des loisirs, a une critique du Parti socialiste extrêmement intéressante, elle est faite de l'intérieur. C'est un très bon blog, et c'est quelqu'un qui est à suivre sur Twitter et sur Facebook, parce qu'il est expert de tout ce qui tourne autour de la démocratie participative, de tout ce qui tourne autour de la définition du peuple. Par rapport à nos propres préoccupations, c'est parfait. Dans Marianne, il avait publié deux grands entretiens, dont le petit entretien Bouvet, La gauche peut retrouver le peuple par Orwell, qui est intéressant. Il y a de temps en temps des vignettes, parce que l'idée, c'est que je donnerai le PowerPoint à l'issue de ce colloque, et chaque image est en fait cliquable, et donc chaque image intègre le lien qui vous permet de retrouver la référence. Voilà, donc ce sera pratique. Autre blog excellent, lui aussi d'un auteur de gauche, Paul Jorion, spécialiste de la finance, qui a écrit des très bons livres sur la crise depuis 2008, et qui, du coup, a un blog où il asile ses propres billets et les billets de 2 ou 3 autres, et qui, pour ce qui est de critiquer le système financier, est particulièrement pertinent, Jorion ayant évidemment l'avantage d'être un expert de la finance à la base, et même un financier. Dernier blog intéressant, par exemple Jacques Testard, donc le père des bébés éprouvettes, qui a arrêté la recherche quand il a considéré que ça finissait par devenir monstrueux et qu'il était en train de faire de la tératologie plutôt que de la biologie, et qui, sur son blog, discute de l'intégralité des lois bioéthiques et de l'intégralité de la recherche. Donc là aussi, hyper validité de l'expert, donc hyper validité du coup et crédibilité du militant, qui peut toujours espérer devenir un jour aussi expert que Jacques Testard en matière de biologie, mais qui en revanche aurait intérêt à devenir super expert, par exemple, des monnaies locales. Voilà, qui est un sujet intéressant, puisque c'est un des sujets par lesquels on essaie de sortir d'un système financier purement dirigé par les banques au profit d'un système financier réincarné localement. Parfait, les monnaies locales, beaucoup de littérature, pas encore de blog extrêmement averti sur la question, pas de plateforme d'agrégation et de curation, comme on dit dans le jargon digital, où on pourrait effectivement trouver tout ce qui se raconte sur les monnaies locales et avoir un suivi des expériences menées aussi bien à Montreuil qu'à Leeds. Donc, très bien, un champ ouvert au militantisme. Le militant est contributif. Là aussi, voilà, quand on regarde Facebook, Twitter et les commentaires sur Boulevard Voltaire, le nombre de gens qui expliquent « vous avez raison, c'est scandaleux, tous au poteau, à la lanterne, au pilori, un par un, je commencerai par les doigts ». Bon, ok, super. Maintenant, si je vais sur le site de auféminin.com, qui est l'un des plus gros forums français, et même l'un des plus gros forums européens, je sais qu'à l'intérieur de ce site auféminin.com, qui me parle de la condition de la femme, et notamment du mariage et de la façon de choisir sa robe de mariée, il y a aussi un sous-groupe qui est discussion, débats et sondages, mariage pour ou contre, le Pacs, le mariage religieux. Ok, bien. Si vous avez envie de défendre concrètement un certain sens de la famille, vous allez sur ce fil-là, vous postez une discussion, vous répondez aux autres. Ça, c'est efficace. Il y a des groupes Gédéon, dont j'ai appris l'existence extrêmement récemment, qui sont organisés par l'une des associations de lutte contre la dénaturation du mariage et de la famille, qui sont justement spécialisés sur le fait de choisir un thème, et pendant une semaine ou 15 jours, je n'ai pas bien saisi, j'ai mal écouté les explications qu'on m'a données, à une 50aine de personnes interviennent massivement en nom propre sur des blogs pour faire en sorte, ou sur des forums plutôt, et des forums là aussi qui sont les forums les plus fréquentés, pour faire en sorte que dans les commentaires, il y a un autre point de vue qui s'exprime que ceux des gens qui sont juste aveugles et sourds parce qu'on ne leur a rien appris. Donc c'est là que le militantisme doit nous entraîner, c'est là que le militantisme digital est le plus efficace, c'est là que vous allez rencontrer le pays réel. Vous allez rencontrer aussi sur Doctissimo, avec le forum famille, dans le forum famille, les articles de référence homosexualité, famille homoparentale, homoparentalité, mariage homosexuel. Si vous avez envie de discuter, voilà, c'est beaucoup plus efficace de discuter là et d'instiller ici un doute raisonnable sur la pertinence de la pensée unique que d'aller le faire, malgré tout courageusement, sur YAG, où la personne qui avait sorti son observatoire du mariage pour tous aussi n'hésitait pas à dégainer et à rentrer dans YAG, donc le site homosexuel sponsorisé par LGBT, pour aller expliquer que malgré tout il considérait qu'il y avait un hic. Mais là au moins, là aussi, il le faisait courageusement à l'intérieur du site ennemi, plutôt que de le faire sur Boulevard Voltaire ou Français de souche, où malgré tout ça a peu d'intérêt.
encore plus intéressant, Carrefour sort pour ses 50 ans, Si j'étais Carrefour, où il propose à l'ensemble des consommateurs de soumettre une idée, Carrefour en étudiant la faisabilité, et si Carrefour valide l'idée, de faire en sorte que cette idée, c'est autrement dit une idée de service ou une idée de produit, Carrefour va rendre le service ou le produit réel. Nous sommes adeptes du localisme, ou beaucoup d'entre nous sont adeptes du localisme, ou en tout cas, comme le militant est censé être local, municipal, ancré dans son territoire, j'anticipe sur un slide précédent, parfait, dans ce cas-ci, il y a un Carrefour à côté de chez vous, vous êtes contre la grande distribution, vous pouvez toujours lui suggérer de réorienter ses achats, de booster le rayon où il y a des produits locaux, ou carrément de faire en sorte, comme l'ont fait certains, et avec succès chez Auchan, d'inventer la bière locale, ou d'inventer dans une autre enseigne de grande distribution, d'inventer des produits de soins corporels adaptés au marché local. Après tout, très bien. À l'intérieur du désert dans lequel nous sommes, le réel continue d'exister faiblement dans la pensée de nos dirigeants, mais très réellement pour ce qui est de considérer que cette table existe, que je suis en train de boire de l'eau et qu'il y a une daube absolument délicieuse ce soir. Donc c'est ce réel-là que nous sommes censés viser. Effectivement, la cathédrale est effondrée, effectivement, les piliers ont disparu, mais néanmoins, il y a toujours de la daube, il y a toujours des bêtes, il y a toujours de la sauce. Donc c'est à ce niveau-là que nous pouvons néanmoins agir. Je ne dis pas que le fait de n'agir que sur la daube serait absolument efficace dans le rétablissement du roi, mais néanmoins, se désespérer du fait que la cathédrale ait disparu, et je ne dis pas que je caricature votre pensée, ce n'est pas ce que vous disiez, n'est pas en soi suffisant. Donc il y a des moyens d'action qui peuvent paraître minables, mais néanmoins, une fois de plus, c'est là où vivent les gens que nous sommes censés sauver, et nous sauver avec eux. Le militant est positif, c'est-à-dire là aussi, pour ceux qui suivent mon Facebook, je ne suis absolument pas positif, je n'y arrive pas du tout, mais néanmoins, en fait, il y a des choses absolument épatantes qui se passent. Toujours, quand on quitte le côté désespérant, et d'ailleurs systémique de la grande presse, y compris la grande presse censée être dans l'opposition, où on nous raconte que catastrophe sur catastrophe, ou des nouvelles qui sont censées être si lénifiantes qu'elles font juste un peu plus pleurer, vous avez par exemple une société française, Exoès, qui invente un truc minuscule qui récupère la chaleur du pot d'échappement, 30% de la déperdition énergétique de l'automobile. Avec cette chaleur entraîne une turbine, cette turbine fait marcher un moteur électrique, cette turbine tourne, produit de l'électricité, et donc du coup on a un hybride qui utilise la chaleur du pot d'échappement. Parfait, ça ne coûte rien, c'est français, ça ne pollue pas, et ça évite d'acheter des hybrides fabriqués à l'étranger. Ok, ça c'est intéressant. Autrement dit, là aussi, on peut asseoir quelque chose sur une innovation qui est ce que j'appellerais une innovation frugale, comme beaucoup d'autres gens. Autrement dit, on n'est pas en train de dire on va sauver la France en collant 35 milliards dans des projets pharaoniques dont la France a une spécialité. Voilà, nous allons relancer une filière nucléaire française ou inventer le nouveau Schmurz pour les 50 ans à venir. Non, là, on se contente d'utiliser les moteurs à essence et le fait que le pot d'échappement produit de la chaleur. Voilà, ça c'est malin. Parfait. Ça c'est intéressant parce que là aussi, sur la façon dont cette start-up existe, sur la façon dont ce n'est pas une grande entreprise, sur la façon dont elle part du réel qui est le fait qu'il y a des voitures à essence, plutôt que de vendre un produit qui n'existe pas ou de vendre un désir qui n'a pas de réalité, c'est efficace. Le militant est drôle, mais il choisit. Là aussi, nous partageons énormément de choses. Sous prétexte que c'est censé être drôle, nous partageons parfois réellement n'importe quoi. Donc, faisons en sorte de partager des choses un peu plus amusantes. Donc, soyez sélectifs. Je ne prends pas position sur le côté drôle ou pas drôle des choses. Mais en tout cas, vous aurez reconnu la une du Gorafi, dont je n'ai toujours pas compris s'ils étaient de droite, de gauche ou complètement ailleurs. Voilà, quand la Manif pour tous a manifesté, ils ont expliqué qu'ils ont fait un article sur la Terre plate, donc on peut penser que la Manif pour tous n'est pas exactement leur tasse de thé, mais à côté de ça, chaque fois que le gouvernement se prend les pieds dans le tapis, il y a un article absolument délicieux sur le Gorafi, sur par exemple le témoignage du fax qui dit sa honte du fait de ne pas avoir eu de l'encre au moment où le fax est arrivé, et n'étant pas ancré, le procureur n'a pas eu la chose, et donc celui qui était en tôle depuis 2 ans en train d'attendre que la justice se prononce sur son sort a été libéré. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais donc voilà. Donc, il y a toujours un traitement d'actualité par le Gorafi qui est drôle, fin et amusant. J'ai parlé du Gorafi, j'ai beaucoup parlé de digital. Il y a aussi évidemment une nécessité de retour au réel. Et puisque depuis tout à l'heure on vous parle des mérites de la table de presse, nous allons juste écouter
un tout petit peu. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOK puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOK nunca se cuelga. BOOK nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOK está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta de dedo que las mantiene en su orden correcto. Pour ceux qui auront le PowerPoint, la vidéo en entier, voilà. Et donc, ce retour au réel est aussi nécessaire. Donc le militant enquête. Voilà, généralement il y a un problème pour chaque produit, mais il y a un site pour chaque problème. Et alors, par exemple, Agir pour l'environnement a un très bon site où vous avez l'intégralité des problématiques environnementales, depuis les antennes relais jusqu'aux OGM, en passant par les grands projets d'aménagement. Très bon dossier. La Confédération paysanne passe sa vie à s'exciter sur tout ce qui est spoliation, semences naturelles qu'on interdit. Parfait. Là aussi, chaque fois qu'il y a un problème agricole, la Confédération paysanne arrive. Et si vous avez envie d'être un peu radical, forcément, l'Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable est un très bon site d'information. Mais cela dit, vous êtes curieux de tout. Et par exemple, voilà, le site sur l'obsolescence programmée vous permet d'être raisonnablement paranoïaque, mais pas forcément trop. Avec aussi, si vous avez vraiment juste après le discours d'Olivier et juste avant la conclusion d'Olivier, donc le Pièces et main d'œuvre, qui est un truc grenoblois, où ils ont une très très bonne collection qui s'appelle la collection négative, qui est absolument parfaite, où ils tirent sur tout ce qui bouge, avec des bouquins de 250 pages horriblement argumentés sur le solaire, les nanotechnologies, la téléphonie mobile, où à chaque fois ils prouvent que de toute façon ce n'est qu'un piège du système et du capital pour faire en sorte de nous faire gâcher nos yeux, nos vies et notre argent. Remarquable travail d'édition. Pas vraiment à droite, mais vraiment bien. Cela dit, évitez d'être paranoïaque, mais malgré tout, méfiez-vous. Ici, on ne le voit pas bien, mais en fait, le 10 rue Croix des Petits Champs est là. C'est un site qui s'appelle We Are Datas, qui a été lancé par Ubisoft au moment où ils ont lancé leur jeu Watch Dogs. Et donc, ce site permet de répertorier, en se connectant sur tout ce qui est en open source en matière de réseaux sociaux et en matière d'équipements urbains, répertorier tout ce qui est en train de bouger. Donc là, vous avez les feux rouges, ce sont les points rouges, et donc s'ils sont rouges ou verts, vous avez les feux verts, vous avez les tweets qui sont en train de s'échanger, vous avez les statuts Facebook qui sont en train de bouger, vous avez la façon dont le premier arrondissement en live a des statistiques sur le revenu moyen. Vous avez la façon dont les stations Vélib sont équipées ou pas de Vélib. Autrement dit, malgré tout, si vous avez envie réellement d'être paranoïaque, vous avez de quoi faire. Et il y a toujours, malgré tout, une certaine surveillance digitale à exercer sur soi-même. Et bien sûr, le militant d'aujourd'hui est digital, mais il doit apprendre de temps en temps à déconnecter, et à déconnecter avant d'arriver au lieu de rendez-vous secret où nous sommes en train de conspirer. Le militant se forme, un excellent blog qui s'appelle Boulevard de l'Info, où, par exemple, vous avez eu 3 billets successifs sur la façon de retrouver un site internet qui a disparu de la toile. Là, en l'occurrence, celui qui tient le site, donc le design est atroce, s'est attaché à retrouver le site de la ligne Azur. Mais d'une façon générale, et depuis 2 ans, un nombre incroyable de tuyaux sur le bon usage du web et la bonne façon
de se dissimuler ou la bonne façon d'automatiser un certain nombre de choses, comme une fois que vous avez réussi à calibrer une veille, la façon dont cette veille peut être automatiquement tweetée sur votre compte Twitter ou apparaître sur votre compte Facebook ou apparaître sur un de vos Tumblr, si tant est que vous teniez un blog, et la façon d'ailleurs de lier le Tumblr, le Facebook et le compte Twitter. Le militant est frugal. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire de considérer que la consommation est un acte politique. Effectivement, mai 68 est la libération d'un appétit sans frein et d'appétits qui sont sans cesse assouvis mais jamais rassasiés, comme nous disions au siècle dernier. Et il est intéressant de voir que ces appétits sont aujourd'hui transcendés par le marketing pour faire en sorte de dire que je n'achète pas un produit mais je m'augmente. Voilà, je ne suis pas en train d'écouter de la musique, je suis en train de devenir intelligent, je ne suis pas en train de faire du sport, je suis en train de préserver mon capital santé. Donc systématiquement, l'intégralité du marketing fait en sorte de considérer que c'est l'essence qui est touchée et non pas juste la pure possession qui est visée. Donc très bon article sur justement la façon dont le sens est devenu un argument marketing supplémentaire. Un autre article dont le titre est assez explicite et qui lui explique justement que une étude menée dans les pays en voie de développement et en Amérique du Nord a montré qu'on peut facilement corréler le sentiment du bonheur et le sentiment du sens de la vie au niveau de richesse. En gros, les pauvres sont les plus religieux et selon les chercheurs, c'est l'importance de la croyance religieuse qui explique le mieux ces résultats. Comme le raconte The Atlantic, etc. Voilà. Donc, je vous lis juste la conclusion. Pour le magazine, c'est peut-être parce que la pauvreté éloigne les gens du bonheur sur le court terme et les incite à voir les choses sur le long terme, à se concentrer sur les relations qu'ils ont avec leurs enfants, leurs dieux et leurs amis, lesquels deviennent plus chargés de sens avec le temps. C'est à cause de ça que les pauvres sentent que leur vie a plus de sens. Il y a donc bien entre le sentiment d'avoir une vie heureuse et celui d'avoir une vie remplie de sens, deux logiques différentes. Le bonheur est lié directement à des conditions de vie objectives, ce que notait aussi, poursuit New Yorker, le psychologue Roy Baumeister dans son étude menée auprès de 400 Américains. Voilà, donc assez intéressant de voir que la frugalité n'est pas juste une posture qu'on pourrait réserver, si j'ose dire, aux cénobites qui prient pour nous dans leur couvent, mais que nous pouvons tous partager, parce que là aussi, après tout, taper dans le portefeuille, c'est le meilleur moyen d'attaquer le système. Le système qui d'ailleurs a récupéré cette attitude frugale, la marque Patagonia publie cette publicité au moment du Cyber Monday, autrement dit les soldes digitales aux États-Unis, en expliquant que justement, ce qu'il demande aux gens qui aiment la marque Patagonia, c'est de ne pas acheter la marque Patagonia juste ce jour-là. Parce que, disent-ils, lorsque vous cédez au solde, vous êtes une fois plus en train de d'avoir un rapport pervers à l'argent et vous n'achetez pas un bien, vous achetez un prix. Autrement dit, ce que vous aimez ce que vous aimez dans l'argent, ce que vous aimez dans ce que vous achetez, c'est ce que Zimmel appelait un rapport pervers à l'argent. Donc ce que vous aimez, c'est justement ce sentiment de puissance qui fait que vous avez financiarisé le réel au lieu d'en avoir une réelle utilité. La marque Patagonia est intéressante, fondée par un Français, marque internationale, qui a décidé justement d'être experte comme un bon militant et ouverte comme un bon militant. Elle est experte parce que par exemple, elle a une bibliothèque de 150 matériaux biosourcés qui lui permettent d'expliquer comment est-ce que ces vêtements sont fabriqués uniquement avec des matériaux dont l'empreinte carbone est réduite. Et cette bibliothèque de matériaux biosourcés, au lieu de la garder secrète pour elle, elle la met en ligne, ce qui fait que l'intégralité des concurrents peuvent en profiter. Donc je le disais tout à l'heure, le militant est local, municipal et enraciné, ça tombe bien, là aussi les nouvelles technologies de l'information et de la consommation nous permettent d'agir. Par exemple le site de la ville de Rennes où vous avez les open data de la ville de Rennes. On a souvent dit, et l'affaire qui nous occupe du février 34 montre bien que l'opacité en fait, du système évidemment génère une frustration et une colère évidente. Maintenant le système est suffisamment sûr de lui qu'il a décidé de s'ouvrir. Il a aussi décidé de nous équiper d'un boulet qui fait que de toute façon nous sommes nous-mêmes ouverts en permanence. Mais le fait que en local je puisse avoir accès à tout ce que la ville de Rennes me raconte sur sa gestion, me permet aussi, si je suis militant à Rennes, de proposer et d'interagir, ou en tout cas d'être réellement efficace dans la façon dont je peux traiter une donnée et montrer qu'un autre usage pourrait en être fait ou une autre logique pourrait être suivie dans la dépense ou dans l'organisation. Là aussi, généralement, notre famille d'idées se cantonne dans la critique de ce qui est fait plutôt que d'être dans la proposition. Nous avons dorénavant les outils qui peuvent nous permettre
dans les municipalités qui sont digitalisées en open source, d'aller au-delà de la simple critique. Il faut toujours avoir une logique d'avion biplan. De toute façon, on critique le pouvoir en place, mais on est capable d'aider les populations immédiates. Criticizer est intéressant, c'est un site qui permet de dire ce que vous pensez d'un commerçant ou d'un service municipal, et Criticizer se charge de le faire parvenir. B-Cities, pour les cités, pour les villes qui en sont équipées, et là aussi un service d'information municipale qui permet de dire j'ai repéré un nid de poule, la carcasse de la voiture de monsieur machin n'a toujours pas été déménagée depuis le 31 décembre et pourtant nous sommes le 24 avril, et d'une façon générale de dénoncer ou de proposer des solutions ou de dénoncer les défauts. Là aussi, un exemple de démocratie directe et participative intéressant parce qu'ayant un effet dans le réel et n'étant pas purement consultatif. Évidemment, manger mieux pour manger juste, la ruche qui dit oui, il y a dorénavant plus de 340 ruches qui sont le fait de passer directement du consommateur, du producteur au consommateur. Là aussi, certains parmi vous ont eu l'occasion de créer des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, si je ne m'abuse. Proximité, merci. Paysanne, proximité, les deux. Et donc c'est intéressant. Vous pouvez aussi, à défaut de créer vous-même votre AMAP, faire en sorte de manger mieux et de manger juste en allant fréquenter ce genre de site. Vous pouvez aussi, évidemment, aller sur l'ensemble des sites qui défendent le localisme, comme nos amis. Vous êtes social. Voici Pumpy Pump qui est extrêmement intéressant. Parce que là aussi, donc, tout à l'heure, nous proposions une espèce de démocratie digitale où vous étiez encore un peu à distance. Pumpy Pump est plutôt rigolo. Le seul effet digital de la chose, c'est de vous proposer de télécharger des étiquettes. Il y a des étiquettes où vous avez une pompe à vélo, un fouet pour battre les œufs, un moule à gâteau, etc. Vous téléchargez les autocollants, vous les apposez sur votre boîte aux lettres, et donc du coup, le voisinage sait que vous êtes prêt à prêter votre pompe à vélo ou votre fouet à battre les œufs. Vous pouvez aussi mettre d'autres engins et d'autres fouets, et les gens sauront d'une part que vous êtes ouvert d'esprit et que vous êtes prêt à prêter l'ensemble des instruments à qui n'en veut. Là, pour le coup, on est exactement dans la véritable reconstruction d'un lien social, où le site ne proposant qu'un design, et autrement dit proposant une communauté de langage et de signes, mais l'ensemble du travail restant à faire là où vous êtes. Évidemment, cette chose n'est intéressante que dans les villages où l'explication de l'autocollant est facile, où il n'est intéressant que dans la mesure où vous avez déjà créé avec votre voisinage des relations de bon voisinage qui permettent d'exploiter la chose. Mais donc on voit bien que le militant peut incarner dans la vie réelle une partie de ses postures et non pas juste rester au niveau des principes et de la critique. Le voisinage vous propose de rencontrer des vieux pour être sympa avec eux. Et pour ceux qui considèrent que le fait d'économiser sur les ressources du parti ou sur ses propres ressources sont nécessaires, voilà évidemment le covoiturage qui est emblématique de la façon dont logiquement nous devrions tous nous déplacer avec deux solutions. Je loue ma voiture ou je loue la voiture de quelqu'un d'autre, et évidemment le covoiturage. Ce sont des choses qu'on a encore du mal à faire, et pourtant très généreusement, tout à l'heure, nous avons été covoiturés depuis la gare, ça paraît légitime. Extension du domaine de la lutte, extension des pratiques. Nous n'avons qu'à, là aussi, considérer qu'il est nécessaire de basculer là-dedans. Il y a quelque chose qui est fascinant quand même dans la façon dont le monde aujourd'hui nous paraît avoir irrémédiablement sombré, c'est qu'une partie des gens qui partageaient le même constat ont décidé dans les années 60-70 de s'organiser en communauté et de faire advenir, notamment à travers cette préoccupation écologique, cette préoccupation de développement durable, un autre monde, une alternative qui ne se présente pas comme étant à l'intérieur du système, qui ne se présente pas comme étant contre le système ni pour le système, même si évidemment les militants qu'on a plaisir à caricaturer et dont les cheveux dénoués et l'odeur de patchouli cachent généralement une adhésion enthousiaste au mariage pour tous. Donc c'est pas parce qu'eux-mêmes ont confondu la fin et les moyens et ont considéré que le sens de l'histoire devait malgré tout les rattraper que pour autant nous devons nier la redoutable efficacité d'avoir une action locale qui a diffusé peu à peu. Et là aussi, voilà, 50 ans plus tard, nous sommes enfarinés avec le développement durable et le tri sélectif, mais il y a 50 ans, c'était une attitude qui était juste anti-consumériste. Le fait qu'elle ait été dévoyée, c'est quelque chose. Le fait que la méthode de pure proximité, qui d'ailleurs rend compte par rapport
à tous les systèmes qu'on nous a exposés préalablement de contestation et de lutte rend compte en fait d'une action psychologique et de qu'est-ce que c'est qu'une action sur le terrain, qu'est-ce que c'est que recruter un réseau et qu'est-ce que c'est qu'avoir une action d'influence discrète. Voilà. Ces actions-là sont évidemment intéressantes à mener, toujours en concurrence avec les autres. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je terminerai moi aussi sur 3 livres. Et vous me pardonnerez, Olivier, c'est quasiment contre vous, mais moi je rêve d'un monde où on mourrait pour une virgule, comme disait Sioran. Voilà, donc le traité de la ponctuation française de Jacques Drillon est un monument d'intelligence, un monument de détail et surtout un monument d'empirisme organisateur. Pour nous qui sommes maurrassiens, la façon de manier la langue française, telle qu'elle est décrite dans ce manuel, est un vrai traité de politique. Vous avez 150 pages sur l'histoire de la virgule. Très bien, lisez-les, c'est la naissance de la nation moderne et la destruction postmoderne qui est racontée. Réellement, ce n'est qu'une immense métaphore. Vous avez 100 pages sur l'usage de la virgule. C'est exactement ce qu'est l'empirisme organisateur. Ce ne sont pas des principes tout faits, ce sont à chaque fois l'analyse précise de situations précises à des niveaux différents de réalité. Donc c'est pour ça que nous pouvons nous permettre de soutenir un maire socialiste dans une commune et qu'évidemment nous sommes contre un président socialiste aujourd'hui, non pas tant parce qu'il est socialiste que parce qu'il est le fourrier du libéralisme. Voilà. Et donc à l'intérieur de ce livre-là, non seulement vous apprendrez à rédiger admirablement bien, mais en plus vous verrez exactement un empirisme organisateur en action dans un champ qui n'est pas celui du politique, mais qui ne fera que vérifier à quel point la méthode est bonne. Michel, Empire du moindre mal, Olivier nous a parlé abondamment de... Antoine, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous appelle Olivier depuis tout à l'heure. En tout cas, tous ceux à qui j'ai dit depuis le début de la réunion que j'avais du mal avec les prénoms peuvent le vérifier. Et donc Antoine nous en a parlé abondamment, est évidemment fondateur pour ce qui est de comprendre la méchanceté du libéralisme. C'est un livre qui date de 2007, qui est constamment réédité. Et enfin, et c'est là sans doute la chose la plus intéressante, je n'ai pas eu le temps de vous parler de tout ce qui était système de finances locales, de finances participatives, etc. Mais malgré tout, avec des choses comme Litchi et le reste, vous avez pu vous ouvrir aux bienfaits du prêt entre particuliers. Donc, mais ça nécessiterait, un peu comme l'année locale, une conférence à part entière. Un livre qui est absolument fondateur de Crawford sur Éloge du carburateur. C'est un livre évidemment anglo-saxon. Crawford a commencé sa carrière comme écolier et étudiant. À 18 ans, il est intéressé par la philosophie, il décide d'apprendre le grec ancien, donc là tout de suite on voit que le mec est bien calibré, et il rentre après des études de philosophie réussies dans un think tank américain où, vêtu d'une cravate et d'un costume, il pond des notes blanches à longueur de journée. Évidemment rendu fou ou presque par la chose, il décide de tout arrêter. Et se souvenant de sa jeunesse un peu folle, il ouvre un atelier de réparation de motocyclettes. Et l'intégralité du livre est sur la façon dont le travail manuel, dont la cognition de la main, dans le fait de ne pas être uniquement un travailleur intellectuel, mais au contraire d'avoir un vrai rapport au réel, est absolument fondateur d'un nouveau rapport au politique. Dans la façon dont Crawford, dans son livre, mélange la réflexion philosophique qu'il a sur le sens qu'on donne du travail, et notamment sur le fait que la tertiarisation de nos métiers a juste fait qu'on a maintenant des travailleurs à la chaîne intellectuelle qui, au bout du compte, sont moins qualifiés qu'un mécanicien, puisque quand je suis justement en train de démonter mon carburateur, dans le jeu que je dis, c'est Crawford qui parle, vous imaginez, je ne sais même pas quoi ressemble un carburateur. Donc quand je suis en train de démonter mon carburateur, je me connecte avec le réel et je suis obligé de comprendre pourquoi le carburateur ne fonctionne pas. Je suis obligé de choisir des instruments précis pour le démonter, je suis obligé de choisir une tactique précise pour le nettoyer. Quand je suis comptable, devant mon ordinateur en train de taper sur mes touches, je suis aussi sot que Charlie Chaplin dans le film des temps modernes. Je ne fais rien d'intelligent et au contraire, je désapprends à l'être. Donc ce rapport au réel, il est justement en train d'être exploré par Crawford dans l'éloge du carburateur, qui est vraiment séminal, par Sennett dans Ce que c'est la main, aussi un livre absolument remarquable, où à chaque fois on défend l'idée que l'expérience du réel permet de corriger les erreurs de la pensée conceptuelle, que la stricte planification globale ne réussit à ne rien apporter, au contraire fait en sorte de contraindre le réel, et à chaque fois ils débouchent tous les deux sur la refondation d'un pacte nouveau autour du travail et du capital, dans la façon justement d'un dialogue intelligent, et non pas juste dans une subordination complète des forces du travail par rapport au capital.
Donc ce livre-là, qui n'a absolument rien à voir avec notre tradition, est en fait totalement à l'intérieur de ce que nous pourrions nous poser comme mode de vie militant dans la façon de réapprendre des savoir-faire et en tout cas de faire en sorte de ne pas être que des travailleurs du chapeau.